Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Je pense qu'en fait, moi, ça m'ira pas d'essayer de faire un boulot pour payer les factures, pour me réjouir d'aller en week-end. Et je pense que ça, c'est un truc dont on n'avait pas beaucoup discuté dans ma famille, qui ont le privilège de pas beaucoup se poser, la question du sens. Et en fait, moi, je suis arrivée un peu dans la vie active et les études, où je pense que soit d'un côté, t'es dans un truc très concret, tu te dis qu'il te faut un boulot pour gagner de la thune et ça te va, et tu peux rentrer là-dedans, soit t'es comme moi, tu te poses un peu des questions, et j'étais pas du tout préparée à ça. Elle est née en 1988 à Genève, est donc jeune et suisse, et elle est la nouvelle humoriste dont on parle partout. En cette rentrée, on peut l'écouter sur France Inter, où elle tient chaque lundi une chronique dans la bande originale, et allez la voir sur scène au Théâtre de l'Œuvre tous les mardis et mercredis. Aujourd'hui, je rencontre donc Marina Rollman, une humoriste qui s'empare avec férocité des sujets sociétaux comme le féminisme ou l'écologie, ou plus personnels comme l'amour, le sexe ou la dépression. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est son parcours, un parcours émaillé d'échecs, qu'elle vit à l'époque plutôt mal, de passages dépressifs, elle en parle dans son spectacle, de tentatives un peu désespérées de rentrer dans le rang des gens qui ont des professions sérieuses, comme les publicitaires, et de sursauts qui l'ont finalement menée là où elle est aujourd'hui. Bonjour Marina Rollman. Bonjour Laurence. Pour commencer, peux-tu me dire en quelques mots qui tu es ? Je suis une humoriste, j'écris différentes choses, à vrai dire, j'écris pas que pour la scène et je pense élargir ça à l'avenir. Je suis mariée, je suis mère d'un merveilleux teckel et j'aime énormément les pâtes et les pizzas, mais ça ne me fait pas du bien. Voilà. D'où viens-tu ? Je viens de Genève en Suisse, j'ai passé le gros de ma vie là-bas, mais aussi un peu en France. C'est une ville étrange, petite, mais très cosmopolite et à la fois très bourgeoise et en même temps qui a une culture de gauche assez intéressante. Voilà, je viens de là. Et voilà, d'une famille de gens qui viennent une famille européenne, disons. Tu peux nous parler un peu de ta famille ? Ouais, moi j'ai une famille un peu complexe. J'ai plusieurs papas. Ma mère, elle a eu des unions successives qui ont donné lieu à ma naissance et puis ensuite à différentes organisations familiales. Et du coup, j'ai un peu plusieurs papas et j'ai beaucoup de frères et sœurs, demi, etc. Et je viens d'une famille de gens qui ont des parcours assez différents. Il n'y a pas une grosse culture politique chez moi. C'est peut-être un des gros clashs que j'ai vécu en arrivant en France. On a le luxe de ne pas s'être trop posé des questions là-dessus. Et des gens plutôt ouverts d'esprit, un peu des transfuges de classe aussi, des gens qui sont ouverts aux métiers artistiques. J'ai pas dû me battre, j'ai pas dû aller à contre-courant d'une famille où on était notaire depuis 12 générations pour faire ma voix. C'est une famille un peu éclatée et du coup, ils sont assez ouverts d'esprit en fait. Tu as ton bac, c'est ça ? Oui, j'ai une maturité fédérale suisse. Ouais. Tu as une maturité fédérale. Ouais. Ensuite, maintenant, d'abord, le grand luxe des gens privilégiés que sont les Suisses, c'est que j'ai l'impression que les Français, vous voyez un peu votre orientation comme une flèche. Déjà, vous finissez le lycée un an ou deux avant nous, et puis ensuite, tout de suite, on enchaîne. Et des prépas, et des écoles, et gna gna gna, et à 21 ans, tout le monde a 8 masters et tout. Et nous, les Suisses, on fait souvent des années sabbatiques au sortir du bac. Donc, t'as rien mérité, t'as fait pour rien. Mais tu dis, oh là là, je devais bien me reposer quand même. Parce que ces dernières années, j'ai fait des choses difficiles, j'ai commencé à fumer des cigarettes, etc. Donc, je vais aller me trouver pendant une année, je sais pas où. J'ai travaillé, je suis allée aux États-Unis. Et c'est ce truc débile où tu te dis, en ne faisant rien, je vais choisir ce que je veux faire. Et c'est une très bonne idée, parce que c'est pas en voyageant que tu vas dire ouais non finalement je vais faire droit. Et donc je suis revenue au bout d'une année, je savais pas beaucoup mieux. Et là j'ai commencé des études d'architecture à Paris, à Malaquais, c'est l'école d'archi qui est dans les Beaux-Arts. Très joli bâtiment, je me suis fait des copains très sympas et j'ai vraiment pas étudié du tout. Et je suis pas restée longtemps. Et ensuite j'ai refait des rentrées universitaires à Paris à la Sorbonne en lettres classiques, qui était ce que je faisais au collège et au lycée plutôt. Et j'ai pas fini ça non plus. Donc voilà, un bac, une année sabbatique, différentes rentrées universitaires qui ne mènent à rien, puis après des boulots un peu bizarres dans la prod, dans la com. J'ai toujours fait un peu de conception, rédaction publicitaire en freelance pour me payer. Enfin, tu vois, comme tu ferais du babysitting, moi je pouvais faire ça. Et au bout de ça, au bout d'un moment de ce flou, je m'essaye à un concours d'humour à Paris
Et c'était un bid international. C'était la première fois que je montais sur scène. C'est un truc qui était fait pour les professionnels. Ils te sélectionnaient sur vidéo. Moi, je pense que j'ai été sélectionnée par discrimination positive parce que j'étais une femme blanche, hétéro. Ils se sont dit, ah, ça, on n'a pas. Et je suis venue sur scène. C'était une catastrophe absolue parce que c'était une salle vide avec 4 professionnels dedans. Moi, c'était la première fois que je montais sur scène. Enfin, c'était vraiment le flop international, quoi. Et ce truc était filmé, et donc je suis sortie de scène en me disant, bon bah, je vais jamais refaire ça de ma vie. Sauf que le truc est allé sur Internet, quoi. Et c'était les 6 premières pages de résultats Google dans les premières années de ma jeune existence. C'était très agréable. Ouais, à chaque fois, je reprenais un nouveau boulot, j'entrais dans une école, au bout de 2 semaines, les gens ils trouvaient, hé, alors il paraît que dada. Et voilà, c'était terrible. J'aimerais bien savoir quel était le sketch et combien de temps ça a duré. Je pense que c'était 8 minutes, et en fait, je pense que c'est un des problème justement, c'est qu'en fait il n'y avait pas de parti pris, c'est-à-dire que sur 8 minutes j'avais écrit plein de choses différentes. Dans la famille du stand-up, tu as des sous-familles de pratiques que tu peux avoir, et tu peux avoir plusieurs pratiques dans un même spectacle par exemple. Mais là ce qui était bizarre, c'est que pour mon premier passage j'avais un problème de parti pris où il y avait, à un moment donné je faisais des one-liners, donc ça c'est des blagues qui sont contenues en une phrase, tu sais, c'est comme des aphorismes un peu comme ça. Il y avait une partie, c'était un peu du storytelling, donc tu racontes un peu une histoire et tout. Il y avait une partie où je faisais ce qu'on appelle les act-out, c'est-à-dire quand tu incarnes des personnages, tu dis, alors là, vous imaginez, le mec qui a créé le brocoli, il s'est dit quoi, tu fais des voix et tout. Et donc tout ça en 7 minutes, mal maîtrisé, parce que je savais pas faire de scène, enfin voilà. Ça a donné un petit gloubi-boulga. Et puis il y avait un problème de point de vue, tu vois, est-ce que tu fais de l'ironie, est-ce que tu dis la vérité sur toi? Moi je mélangeais tout, j'avais pas compris que c'est comme quand t'écris un roman, tu vois, il faut décider qui est ton narrateur, etc. Au bout de 8 minutes c'était terminé, ils m'ont dit, ah, vous c'est plus l'écriture votre truc, non? Et voilà. En fait ça a signé un truc qui était de dire, ok, t'aimes bien écrire, en même temps je commence à écrire du scénario, il faut avoir énormément de patience, c'est un truc de très longue haleine de penser au scénario quand t'as pas de structure autour de toi, parce qu'il faut tout faire tout seul, et puis après ça met 7 ans à se faire, il faut beaucoup d'argent et tout. Et donc le stand-up, ça paraissait une voie plus facile pour, entre les mots dans ta tête, les mots à l'écrit, et distribuer ton travail. Tu vois, c'était court comme circuit. C'est ça qui est génial avec le stand-up, c'est que t'as besoin de rien. T'as pas besoin d'un metteur en scène, t'as pas besoin d'argent dans un théâtre, c'est toi, tes blagues, tu vas sur scène et tout. C'est comme faire ton portfolio tout seul, si t'es artiste, c'est hyper grisant, quoi, d'avoir une forme tellement épurée et libre. Mais c'est très dur. Et j'avais pas pris ça en compte dans l'équation, qu'en fait ça allait être horrible la première fois. Et du coup ça m'a refroidi pendant 5 ans. Donc pendant ces 5 années, c'est le moment où tu as des épisodes un peu durs, c'est ça? Je pense, comme beaucoup de gens en fait, qui ont des natures un peu comme ça commence à la puberté. C'est peut-être jusqu'à l'âge du bac ou un truc comme ça. Il y a une espèce d'échafaudage entre ta famille, tes obligations scolaires, etc., qui peut faire qu'en fait, peut-être tu sombres à l'intérieur, mais je crois que tu as l'air de mettre un pied devant l'autre. Tu peux déconner un peu, tu vois, moi j'ai fait tout ce que tu pouvais faire pour déconner sans que ça me déscolarise et désociabilise complètement. C'est-à-dire, du coup, j'ai arrêté d'aller à l'école, j'ai eu des petits troubles alimentaires divers, j'ai eu des petits... Enfin, tu vois. Mais c'était rattrapable encore, tu vois. J'ai fini un peu en internat, tout ça, mais il y avait encore assez de structure pour qu'en fait, même si t'as pas envie d'avancer, on te porte un peu. Puis un jour, t'as ton bac, puis là, on te dit genre, bah, c'est à toi, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Et c'est là que ça a commencé à se péter la gueule, parce que vraiment, la question du sens de fond, qui était c'est quoi le moteur de tout ça, c'est quoi la flamme, tu veux quoi, tu vas vers quoi, t'as envie de quoi. Si à l'intérieur, c'est un peu descendre, j'ai envie de rien, j'ai envie de fumer les clopes dans mon lit, ça se sent un peu plus, quoi. Et donc, c'est là que je pense il y a une espèce de passage à vide. C'est qu'en fait, voilà, j'avais l'impression de ne pas être faite pour les études et de ne pas comprendre où je voulais aller, parce que je crois qu'en fait, les études, ça va si... il faut un truc qui te tienne, quoi. Il faut une échine, une colonne vertébrale. Soit tu es très discipliné, tu sais où ça va, soit tu as une envie, soit tu as une telle pression familiale que... Mais moi, comme... Bah, en fait, mes parents, c'était un peu tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. J'ai senti que ça s'écroulait un peu. Que j'arrivais pas à tenir dans des formations parce que j'y croyais pas, puis que j'avais pas vraiment envie de sortir de chez moi. Puis voilà. Et du coup... Je pense qu'en fait, moi, ça m'ira pas d'essayer de faire un boulot pour payer les factures, pour me réjouir d'aller en week-end. Et je pense que ça, c'est un truc dont on n'avait pas beaucoup discuté dans ma famille. Je pense que c'est des gens qui se sont pas beaucoup posés, qui ont le privilège de pas beaucoup se poser, la question du sens. Et en fait, moi, je suis arrivée un peu dans la vie active et les études, où je pense que soit d'un côté, t'es dans un truc très concret, tu te dis qu'il te faut un boulot pour gagner de la thune et ça te va, et tu peux rentrer là-dedans. Soit t'es comme moi, tu te poses un peu des questions, et j'étais pas du tout préparée à ça. J'ai bossé dans des boîtes de prod, dans des boîtes de com, j'ai fait de la pub, j'ai fait plein de trucs un peu comme ça, de l'événementiel et tout. Moi, ça me rendait dingue parce que j'ai un esprit assez analytique à la base. Et être dans des environnements qui sont pas du tout dans l'orientation de on règle des problèmes, c'est pas du tout une pensée par exemple de l'ingénierie, tu vois, c'est pas on met des trucs dans des cases, c'est que du bababou, bababababa, ça me rendait dingue.
Je pense que c'est un peu le mal-être que certains ressentent quand on parle des burn-out dans les bullshit jobs et des trucs comme ça, c'est que tu sais pas vraiment à quoi tu sers, quoi. Tu vois des espèces d'immenses boîtes qui sont des pâtes à caisse un peu indéchiffrables de l'extérieur, et où tu te dis on crée beaucoup d'argent autour du rien du tout en fait là. En plus dans des milieux où souvent c'est de l'open space. Donc en fait ces deux facteurs-là ensemble qui sont je sais pas trop à quoi je sers. J'ai l'impression que j'arnaque un peu des gens dans l'histoire. Et même pas mes employés, mais qu'à la limite, la structure de ma boîte est faite pour arnaquer des clients. Et que là-dedans, en plus, tu bosses dans ces situations de travail où, en fait, tu dois faire ton travail, mais tu performes aussi un truc de la constante grande conversation, puis tout le monde est busy, mais pas vraiment, puis tout le monde fait 8 tâches en même temps. Tout ça contribue à rendre une espèce d'ambiance un peu kafkaïenne, bordélique et tout. Moi, ça m'a vraiment tué de l'intérieur. Et je trouve ça tellement triste, à vrai dire, que j'ai du mal à en faire des blagues sur scène parce que je ne sais pas quelle est la solution. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent un gros mal-être par rapport à ça. Mais je sais pas trop comment en parler parce qu'il y a des sujets comme ça, quand ça t'énerve trop ou que ça te rend triste, c'est difficile de les sublimer par des blagues. Je pense que ça m'a rendu peut-être un peu cynique aussi sur ces métiers-là. À un moment donné, j'ai fait cette conclusion, c'est une blague que je faisais un temps sur scène, qui était le matin, je me réjouissais de la pause de midi, et la journée, je me réjouissais du soir, et la semaine, je me réjouissais du week-end, et l'année, je me réjouissais des vacances, et je me suis dit, si tu pousses la logique jusqu'au bout, tu te réjouis de mourir. Donc à un moment donné, il faut casser, tu vois, le truc, parce que sinon, c'est une accélération constante vers du rien. Je suis pas en train de chier sur le monde de l'entreprise, hein, mais il y a peut-être une certaine partie du tertiaire qui rend un peu barge, quoi. Et du coup, à partir de 20 ans, je commence à sentir que ça va pas très bien, mais je mets encore vachement de temps avant finalement d'aller consulter un psychiatre. C'était assez avancé dans la vingtaine, en fait, que je suis allée consulter. Et ça a méga changé ma vie. Je pensais qu'en fait, j'étais condamnée à trouver le monde et les projets tristes et chiants tout le temps. Et sortir de dépression, c'est vraiment extraordinaire, je pense, pour tous les gens qui l'ont vécu. Sortir d'un épisode dépressif et surtout commencer à comprendre qu'il y a des outils, voilà. C'est vraiment un printemps d'essence, quoi. C'est incroyable. De tout à coup, te rends compte qu'il y a une espèce de nuage qui s'enlève où tu dis genre, mais des projets tout simples. Oui, aller dîner chez des gens que tu connais pas, ça peut être enthousiasmant. Ou te lever un dimanche matin tôt sans projet et puis errer un peu dans la ville et puis tomber sur des trucs. Je sais pas, il y a vraiment des petits projets tout simples. Avant, tu présupposais forcément que ça allait être ennuyeux, ça allait mal se passer, ça allait être triste et tout. Là, tout à coup, c'est tout devient envisageable. C'est marrant, c'est un copain qui m'avait dit... En fait, les gens dépressifs chroniques, qui ne se soignent pas et tous, deviennent des commentateurs du monde. Et c'est très vrai. Je pense qu'on a tous déjà rencontré des gens qui t'expliquent à l'avance qu'ils avaient des capacités de faire telle ou telle chose, mais ils ne l'ont pas fait parce que... Et là, ils t'énumèrent les obstacles qu'ils auraient rencontrés. Ouais, moi, tu vois, j'aurais pu faire de la photo, mais on sait comment c'est. Hein, tu sais, les galeries, c'est copinage. Puis t'es là, mais attends, déjà, achète un appareil, puis on va voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est terrible parce que si tu fais pas ce travail-là, tu restes un tout petit peu sur le banc de touche sur lequel tu t'es un peu mis toi-même, ou ta chimie interne, hein, je culpabilise pas les gens qui ont ça, mais où en fait, voilà, tu deviens commentateur du monde et de tous les obstacles qui t'attendent et tout, c'est très très triste. Et voilà, moi ça m'a aidé à sortir un peu de ça, et du coup à revoir l'aventure créative comme un truc où tu mets un pied devant l'autre, et puis c'est plein de petits échecs accumulés qui donnent un truc chouette. Et je pense que ce qui a été cool malgré les échecs, c'est de trouver l'écriture, enfin de trouver un truc créatif, ça a été de se dire, ah en fait ça va être possible de concilier une existence où on vit dans le capitalisme, il faut payer des factures, etc. Et en même temps, un truc où tu comprends pourquoi tu bosses, vers quoi ça va, etc. Et je veux dire, ça aurait pu se réaliser dans plein de métiers, hein. Ça aurait pu être, je sais pas, le journalisme ou la médecine ou un truc, mais ça me rendait folle en fait. L'idée de me dire, mais attends, mais là je bosse pourquoi ? Bah je sais pas, pour que tu sois libre vendredi soir. Oui, non, mais pour faire quoi ? Bah je sais pas, pour être libre. Ça me rendait dingue. Et donc voilà, donc je pense que ça a été un tournant et ça a soigné pas mal de trucs en moi, de me dire, ok, toutes ces angoisses-là, de sens et de pourquoi on vit et pourquoi on paye nos factures et on va mourir et tout ça, de les canaliser dans, bon, bah, au moins faire un truc créatif. Ça concentre ton énergie vers quelque chose, d'essayer d'accomplir une œuvre, quelle qu'elle soit. Hein. Ça peut être écrire des blagues sur vous avez remarqué ce qui se passe dans le métro, quoi, mais c'est un bon canalisateur d'énergie, quoi. Je savais pas si je voulais devenir humoriste, je continuais à écrire des scénarios un peu de côté. Le seul truc auquel je me suis accrochée, c'est ça s'est tellement mal passé cette première et seule fois sur scène. J'ai besoin de remonter une fois, que ça se passe bien. Juste une question de blessure d'ego, genre de pas quitter sur un échec, tu vois, de remonter en scène. Et la gratification que j'ai éprouvée à la deuxième fois que je montais sur scène était tellement incroyable par rapport à la première qui était vraiment nazissime. Il y avait un truc un peu magique, quoi. Bon, après, j'avais le pied à l'étrier assez facilement. Donc c'est le premier petit pas. Comment tu décides ensuite d'en faire d'autres ? Comment est-ce que tu mets les choses en place ? En fait, c'est vraiment qui ai décidé, c'est vraiment un concours de circonstances, c'est qu'il y avait une place à prendre vraiment...
J'avais la chance, j'ai commencé en Romandie, donc la Suisse romande, on est 2 millions de francophones, avec une télé publique et une radio publique. Je dis une, il y a plusieurs chaînes, mais dans le sens, un groupe comme France Télé et Radio France, qui a encore un peu d'argent, qui était en train de faire ce passage vers des médias un peu jeunes et qui comprenait qu'il y avait une nouvelle génération à faire monter. Et moi, je suis arrivée à un moment donné où il y avait de la place. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une scène en me disant je veux juste soigner la blessure d'ego d'il y a 5 ans. Et en fait, le soir même, en rentrant de cette scène, j'ai pas dormi pendant 24 heures tellement la montée d'adrénaline avait été dingue parce que cette scène s'est bien passée. Et donc je me suis dit, très clairement, ce ne sera pas qu'un one-shot. Et en fait, ça s'est enchaîné à l'insu de mon plein gré. Parce qu'en fait, je sais plus, un mois plus tard, il y avait un concours d'humour que j'ai gagné qui donnait la possibilité de faire un essai dans une émission d'humour sur une radio publique que je suis allée faire en juin et ils m'ont engagée pour septembre. Entre-temps, j'ai une copine productrice en juillet qui m'a dit « Ah, la télé, elle lance un concours pour une web-série, tu veux la faire ?» Oui, la nôtre a été choisie, du coup elle a été réalisée, donc j'ai été payée en tant que scénariste. Et donc en fait, c'est allé super vite, je n'ai rien décidé du tout, j'ai aucun mérite. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Thomas Wiesel, qui est donc un humoriste suisse, la plus grande star de l'humour en Suisse, avec lequel on est devenus amis, qui lui avait déjà un manager qui lui permettait qui le bookait sur des dates, etc. Pierre Naftul, qui est un grand manager en Suisse, qui est le manager de Marie-Thérèse Porchet, pour peut-être des Français qui voient qui est Marie-Thérèse Porchet. Tout s'enchaîne extrêmement vite, avec des salles d'humour hyper chouettes, à Genève et à Lausanne. Et je m'en suis rendu compte après, parce que si tu essaies de faire ça en France, à Paris et tout, c'est hyper difficile. Parce que c'était déjà une beaucoup plus grande saturation des performeurs et des médias, quoi. Et la scène dans tout ça, pour toi, c'est une découverte, le fait d'aimer faire de la scène. C'était horrible les premières années. Les premières années, en fait, moi, j'écrivais vraiment bien, je pense. Mais j'écrivais précis, quoi, à la virgule près et tout. Et donc, j'arrivais sur scène, j'étais tétanisée. J'attrapais le micro, je m'accrochais, je récitais ma poésie, je prenais aucun plaisir, et voilà. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu faire changer ça. Et je suis allée un peu aux États-Unis pour aller faire des blagues en anglais, en me disant si je suis un peu démunie dans mon vocabulaire, ça va me demander d'être un peu plus présente sur scène. Donc, il y a 6 ans, je commence et je suis vraiment tétanisée. Depuis peut-être 3-4 ans, j'ai lâché un peu le texte et j'ai essayé d'apprivoiser la scène. Et maintenant, j'arrive de l'autre côté du balancier où je suis en train de me dire « Ah, maintenant, j'ai envie de réécrire des blagues. » Parce qu'il y avait un moment donné où ça m'énervait d'écrire des vannes, je trouvais ça très faux. Et là, par exemple, mon spectacle, je pense qu'il tient aussi beaucoup par... j'essaie d'être drôle, mais sans faire des blagues, voilà. Je pense que je me fais confiance pour me dire si je peux te faire rire un peu dans la vie, je vais pas le faire en faisant des blagues. Je vais pas faire des trucs bien écrits avec des allitérations et tout. Je vais le faire parce que... voilà. Il y a un peu du non-verbal. Voilà. Tout ton cerveau, toute notre évolution est fait pour nous dire c'est une très très mauvaise idée, cette histoire d'avoir plusieurs centaines de personnes assises dans le noir devant toi et toi tout seul debout dans la lumière qui leur parle. C'est vraiment genre contraire à tout ton cerveau reptilien, on devrait tous fuir. Donc moi j'ai mis longtemps à apprivoiser ça. Après en plus il y a la position quoi. T'es une femme donc évidemment les regards, c'est pas pour rien que les meufs s'excusent d'être là, qu'il y en a moins. Parce qu'en fait le swag naturel des gars c'est aussi que leur légitimité elle est beaucoup moins remise en question quoi. C'est évident que c'est très compliqué d'être une meuf parce que comment tu te présentes, quelle gueule t'as, est-ce que tu te fais belle ou au contraire est-ce que tu fais oublier ton physique, est-ce que c'est... Bon voilà. On te dit pour commencer à faire du stand-up correct faut 7-10 ans, bon ça va faire 7 ans, pour trouver ta voix. VOX, qui tu es sur scène et tout, ça met vachement de temps à émerger. Ton personnage, entre guillemets. Je crois que je commence à trouver qui je suis sur scène, et donc maintenant je vais pouvoir remettre des blagues dedans, et après ça va être un truc de malade. Non, mais voilà. Est-ce que là, toi, t'as l'impression d'habiter pleinement la personne que tu voulais être? Non, c'est jamais fini. C'est foutu, non? Moi, ça fait des années que je me dis, mais quand est-ce qu'il vient ce permis? On te dit, genre, c'est bon, vous êtes adulte, c'est terminé. Tu sais, parce que quand t'as 15 ans, tu vois des gens, c'est marrant parce qu'après, plus t'es petit, plus l'écart d'âge, il peut être minime et t'as l'impression qu'il y a un monde entre vous. Mais je sais pas, moi, quand j'avais 12 ans, j'imaginais avec 22 ans, c'était la voiture, le chien, collier de perles, maison, 1000 enfants et tout. Et j'ai l'impression que c'est vraiment, faut faire semblant. Que tous les adultes du monde font semblant, en fait. Que à un moment donné, tu peux dire les mêmes conneries que tu disais à 20 ans, mais t'as le crédit des cheveux blancs qui vient avec. Donc moi, j'ai pas du tout l'impression d'être finie. En revanche, je pense que plus t'avances, plus tu prends les décisions où tu fais semblant que t'as l'air d'être finie, quoi. Voilà, je me suis mariée, j'ai les mêmes doutes que tout le monde, et que les mêmes doutes que moi quand j'avais 13 ans, mais j'ai l'impression que, voilà, on fait semblant de faire le truc. Et du coup, pareil sur scène, je pense qu'il y a un truc où tu fais semblant d'eux et machin. Par exemple, là, j'ai de plus en plus de potes qui tombent enceintes autour de moi. Et à nouveau, elle me disait, je sais pas si je suis prête, mais bon, on y va, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Et je pense que c'est pour ça que c'est tellement dur de vieillir. C'est qu'à un moment donné, il y a cette imposture où le miroir te rend l'image de cette personne sage et terminée. Et toi, tu dis, mais moi, j'ai 20 ans dans ma tête. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de fossé qui se crée de plus en plus. Plus tu vieillis,
plus tu trouves dégueulasse sur les photos, parce que dans ta tête, t'as toujours 25 ans. Non, il y a des gens qui ont l'impression d'être terminés. Il y a tout ce cliché de 45 ans. Bon, au revoir les enfants, là, je prends une moto jaune et je sors avec ma secrétaire, parce que tout le monde reste tous, je crois, très jeunes dans nos têtes. C'est que moi, en fait, s'il y a 5 ans, on m'avait dit je ferais ce très beau théâtre et je parlerais avec Laurence de ma vie et tout, j'aurais pas, voilà. Mais en fait, tu t'accoutumes tellement vite. Je pense que, je sais pas, Spielberg, son premier Oscar, c'était... Puis le lendemain, il était là, bon, on bosse sur quoi, tu vois. Après, je me dis que peut-être les gosses, il y a quand même un marqueur un peu bizarre, vu que tu passes le relais générationnel et qu'il y a cette solitude qui ne reviendra jamais. Il y a quand même j'imagine que ça, il doit y avoir un marqueur un peu d'ancrage. Mais moi, mes parents, ils étaient teubés alors qu'ils m'avaient déjà, enfin, tu vois. Après, le problème, quand tu développes des certitudes, c'est là que tu deviens un gros con aussi. Moi, sur plein de plans, ça me serait utile. J'aimerais bien être un peu plus sûre de ce que je fais pour le porter avec avec plus d'assurance, quoi. Et à la fois, c'est là que tu commences à dire des grosses conneries sur le monde, sur les gens, que tu fais des généralités et tout. Je suis un peu partagée sur ce... Et quels sont tes projets à venir et quelles sont tes envies ? Moi, j'aimerais écrire tous les formats du monde. J'adorerais un jour avoir écrit un roman. Tu vois, j'ai dit, j'adorerais avoir écrit un roman. J'aimerais qu'il soit fini. J'aimerais qu'il soit terminé. Ça me fait un peu chier de faire. Non, parce que la forme du roman, je trouve ça tellement vertigineux, quoi. Ça peut tout prendre. Ça me fait trop peur. Donc voilà. J'aimerais écrire un roman. J'aimerais écrire des films et des séries. J'aimerais écrire une comédie musicale. Voilà. Donc ça. Et après, je pense que je peux développer du jeu. Pour l'instant, tu vois, je m'auto-dirige, c'est facile, le stand-up. Si je veux faire une petite voix, je fais une petite voix. Parfois, des soirs, c'est bien, des soirs, c'est pas bien. Mais ça m'intéresserait de voir dans les mains d'une metteur en scène ou d'une réalisatrice de talent ce que je pourrais donner, parce que je sais pas exactement, tu vois. J'en joue, pour l'instant, le jeu, vraiment l'acting, j'en joue par accident. Je joue des bonnes notes par accident, tu vois. J'ai pas appris à jouer du violon, mais parfois, ça tape juste. Et je serais curieuse de voir, si t'es un peu pris en main et tout dirigé, ce que ça peut donner, parce que je pense que ça doit être marrant, tu découvres des trucs de toi intéressants. Et avoir une maison et plein d'enfants. C'est ça les projets. T'es pas dans un stade où tu dis j'aimerais vraiment qu'on reconnaisse mon potentiel dramatique et avoir un grand rôle dramatique dans un film. Non, jusqu'à maintenant, en fait, la carrière que j'ai, comme en fait, elle s'est quand même toujours fait assez proche d'Internet, c'est-à-dire que j'ai toujours fait des chroniques en radio qui étaient distribuées sur Internet, ou alors j'ai toujours eu des pages Facebook, etc. J'ai toujours eu les retours des gens. Sur France Inter, moi je fais une chronique une fois par semaine et on a des invités en plateau. Je sais qu'avoir fait rire Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, ça va me rester plus fort que plein de gens géniaux qui me disent « Ah, ça me fait trop plaisir ce que t'as fait et tout. » C'est horrible, mais attends, faut pas être snob. Non, il n'y a pas que des Jaoui et des Bacry, parce que là, on est dans ce très beau théâtre où il y a 330 personnes qui viennent me voir 2 fois par semaine. Ces rires-là, en vrai, c'est chambé. Ça, c'est génial. Je pense que c'est aussi parce que ça rend un peu fou de faire marrer les gens tout le temps. C'est quand même hyper bizarre. C'est-à-dire que quand tu dis, tu vois, moi je fais un spectacle de stand-up, je fais de l'humour. Tu dis pas la forme. Normalement, tu dis je fais de la peinture, je fais de la sculpture. Là, c'est très bizarre parce que c'est un art qu'on nomme non pas par la forme, mais par l'effet qu'il doit produire. Et donc, c'est hyper étrange de te dire sur scène, je suis cadrée pendant 1 heure. C'est très beau, c'est le contrat que j'ai passé avec le monde, ça me va très bien. Mais tu dois faire rire. Donc, non seulement ça implique que toi, tu as envie de faire rire tous les jours, ce qui n'est évidemment pas le cas, ça implique aussi que c'est ton seul médium avec le monde. Tu dois tout aborder chez les gens en se disant... Il va falloir, je peux parler d'un truc très sérieux si on veut, mais il va falloir que je trouve la pirouette. Alors qu'il y a peut-être des moments en tant qu'auteur où tu te dis, ou en tant qu'interprète, où tu te dis j'ai envie de parler de ça aux gens, mais j'aimerais bien les faire chialer là-dessus, parce que je pense que c'est nécessaire qu'on chiale là-dessus. Je pense que c'est pour ça, c'est qu'il y a un truc, un tout petit peu camisole de force, avec l'idée de faire de l'humour, qui de temps en temps demande, enfin tu vois, de dire je veux développer toute la palette, quoi. Voilà. Si tu devais donner... Allez chez les psychiatres. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, vas-y, c'est ça. Ouais, moi, en fait, non. J'ai l'impression, on dirait que j'invente la poule là. C'est évident qu'à un moment donné, mais je pense qu'en fait, c'est juste que moi, je suis en train d'arriver à cet âge-là, donc j'ai l'impression que je suis en train d'inventer la poudre, alors que depuis toujours, les gens se sont posés la question. Mais il y a un moment donné où, même si ça n'a pas été dans ton éducation et t'as pas grandi comme ça, il va falloir que tu penses à ton âme. On arrive tous à un âge, je crois, si tu meurs pas à 20 ans, où à un moment donné, tu vas te poser la question du sens et tout. Et je crois qu'en fait, si tu vis dans une famille athée, pas très politisée, pas nécessairement uber intello, enfin tu vois, qui questionne pas, je sais pas, qui fait pas de la philo à la maison, qui machin, à un moment donné tu te retrouves dans le monde et t'as pas les outils, et le problème c'est que t'as peut-être déjà construit ta vie, c'est-à-dire t'as déjà un taf, t'as peut-être déjà des gosses et tout, et tout à coup les fondements se mettent en branle, et tu te dis mais je m'étais pas posé cette question de mon âme et du sens, etc. Et je pense juste que peut-être on devrait prendre ça un peu plus tôt.
Soit, je sais pas, on devrait faire de la philo avec les tout petits, on devrait tous méditer ou j'en sais rien, mais il y a un truc où ça se pose forcément. Et je pense que c'est pas une bonne idée de la mettre sous le tapis, cette question-là, quand elle se pose, mais je pense que c'est pas non plus une bonne idée d'aller l'attaquer par des moyens un peu en surface, hyper cosmétiques, justement, j'allais dire les bouquins de self-help et tout. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que le bien-être, c'est un peu une industrie tautologique où faut être heureux pour aller bien, pour se préparer pour être mieux, pour aller bien, pour faire du bien. Il y a un truc, je trouve c'est vraiment des pansements sur des questions de fond. Et je me dis peut-être il faut arrêter de vouloir que ça se passe en 10 minutes de lecture dans le RER, mais dire genre, tu sais quoi, je vais me taper tous les podcasts du Collège de France sur Schopenhauer, j'en sais rien, mais tu vois, de reprendre les trucs du début, parce qu'en fait c'est mensonger de vouloir aller dans des trucs très condensés, tu vois, qui se lisent vite, les 3 clés du bonheur, tu sais, les trucs que t'achètes près de la caisse à la Fnac et tout ça. Donc je pense vraiment qu'on devrait soit tous un jour bien aller chez des psys, soit suivre un cursus de, je sais pas, des podcasts de philo, soit une fois tu pars 5 jours en Vipassana, tu parles pas, et tu vois ce que ça te fait. Je sais pas, mais je pense vraiment que c'est fou de pas s'occuper de son âme, et c'est fou quand on veut s'y mettre de le faire avec, tu vois, un tout petit truc cosmétique en surface. Après, à nouveau, c'est un privilège d'avoir le temps et l'esprit libre pour s'en occuper, hein, mais c'est pas pour rien que les religions ont des services hebdomadaires. C'est que ça veut dire que tu prends rendez-vous une fois par semaine pour penser à un truc qui n'est ni de la consommation, ni vraiment le corps, ni tes interactions avec les autres, ni du plaisir. C'est vraiment penser à ton âme. Il faudrait un rendez-vous comme ça, hebdo, quoi. C'était un entretien mené par Laurence Vellier et réalisé par Sidney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.